Du coup, bienvenue à tous pour cette présentation. Au titre un peu aguicheur et trompeur, fini Python, faisons lier avec Kotlin. On va pas vraiment créer un modèle. Pour ça, je pense que Python c'est toujours le plus adapté. Mais si vous avez vu la conf de Thomas juste avant, il a intégré un LMM dans son application. Et globalement, nous, c'est ce qu'on va faire. On va intégrer un LMM avec dans une application qui, en l'occurrence, utilise Kotlin et Spring Boot derrière. Du coup, pour ça, ça va être sous forme de live coding. On va se baser sur une application existante qui utilise l'LLM, c'est Quiver. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Quiver ici? De la mort. Une personne. Quiver, la première fois que j'en ai parlé, c'était l'année dernière au Brascamp, c'était Benjamin de Nantes, je sais pas si qui m'en a parlé. Je sais pas pourquoi, mais on parlait de ça. Il était tout fier et il disait que c'était un français, Stan Gérard qui développe ça. Globalement, en fait, c'est un chat, c'est comme ChatGPT, sauf qu'on a la possibilité de créer des cerveaux où on fournit au cerveau des documents, et après le cerveau, qui est représenté par un LLM, peut du coup répondre à nos questions en se basant sur les données qui sont dans ces documents. Et c'est un projet qui a assez bien grandi. Là on voit 30 000 GitHub stars, et c'est open source, mais ils ont créé ils l'ont fourni en mode SaaS, qui du coup ça est payant. C'est pour ça qu'il y a un peu aussi. Apparemment c'est utilisé par pas mal d'entreprises assez connues, même Harvard. Du coup, nous on va se baser sur je crois que je devais le montrer à ce moment-là. Donc en fait, par exemple, si j'ai créé un cerveau qui s'appelle Courtisan Roux, on peut voir ici, c'est les cerveaux, où en fait on peut dire un prompt et on peut mettre des fichiers. Et là j'ai mis un seul fichier, c'est les règles du jeu de société Courtisan. Je connais pas vraiment les règles, merci perso, j'ai jamais joué. Mais c'est juste un jeu de société qui est sorti en 2024, et du coup c'était pour s'assurer que GPT ne connaissent pas déjà le jeu de société. Et du coup, si on demande à ce cerveau combien de cartes il faut pour jouer Courtisan. Combien de cartes tu veux mettre? Je veux bien voir. Une carte. Ok. Il dit que je peux écarter 30 cartes, laissant aussi 60 cartes dans la pioche. Et Bon, on le croit, vu qu'on sait pas jouer. Par rapport aux règles, c'est marqué là. Il répond de manière pertinente à cette info qu'il ne connaît pas de base. Du coup, on peut reproduire ce comportement. Donc on va pouvoir, dans notre application, créer des cerveaux, ajouter des données dans les cerveaux, du coup des fichiers pour les cerveaux, et questionner ensuite les cerveaux sous forme d'un chat, d'une interface. C'est à ce moment-là que je vais monter l'application. Du coup, voici le modèle de données de notre application. Tout simplement, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais on a des cerveaux. La partie de haut, c'est tout ce qui est conversation, où on stocke les messages et on marque dans l'objet message. On a le contenu qui est en fait la requête de l'utilisateur, et la réponse du LMM, puisqu'au final, chaque requête de l'utilisateur a sa réponse. Et puis la partie du bas, du coup, c'est tout ce qui est upload de documents. On parlera des training un peu plus tard. Et du coup, on a cette magnifique interface où voilà, il y a juste un seul cerveau qu'on a fait qui n'a aucun fichier. Du coup,
qui s'appelle un petit. Super. Il fait des mots. Et du coup, si on lui dit hello, oups. Je suis pas sûr d'avoir lancé la bonne version. La version 14h42. Et on utilise JPA, bien sûr. Donc si je refais... Voilà, c'est ça qu'on attend. On attend d'un LLM, d'un chat qui répond, peu importe ce qu'on répond. Il comprend rien en fait. Tout simplement parce qu'on n'a pas branché... on n'utilise pas le LLM pour l'instant, et du coup je vais parler. Ouais. Donc là maintenant, on a fait toute l'interface qu'il faut pour faire un chat. Ce qu'on n'a pas fait du tout, c'est d'envoyer la requête à un LLM. Alors comment ça se passe pour envoyer une requête à un LLM? En fait, c'est hyper simple. Je ne sais pas s'il y en a qui s'étaient jamais posé la question ou quoi. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va capturer la question de l'utilisateur. On va envoyer ça à notre back-end. Le back, il va rajouter un petit peu de contexte. Donc, notamment, on va dire au LLM qui il est, ce qu'on est en train d'essayer de faire. On va lui mettre notre requête et on va taper sur une API. Okay. Lui, il processe ça et il nous répond et on affiche la réponse. Ok. Donc en théorie, c'est très simple. Et c'est vraiment un appel d'API classique. C'est-à-dire que si on regarde, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais en gros, c'est une petite payload où il y a 2-3 paramètres. Donc quel modèle on va utiliser. Et ensuite, on passe une liste de messages. Donc le message qui est dit système, donc c'est le fameux contexte. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et un message qui a le rôle user, où là, c'est réellement la question de l'utilisateur. Okay. Donc ça, voilà, ça c'est la vraie API d'OpenAI. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est réellement l'API d'OpenAI. Si je veux taper sur un autre modèle, ce sera une autre API. D'accord ? Donc on pourrait s'amuser à prendre un REST template ou n'importe quel client HTTP et en taper en direct. On va pas faire ça. On va utiliser un framework qui s'appelle LangChain4j, qui est également celui qu'avait utilisé Thomas, qui est une sorte de boîte à outils qui permet de travailler avec des LLM. Okay. Et on va essayer de vous expliquer pourquoi on a intérêt à faire ça. Donc on peut voir ça comme étant un framework d'intégration pour de la GenAI. Okay. Ça va être une boîte à outils qui nous permet de faire des choses avec les LLM. Prenez ça comme un point positif ou pas, j'ai appelé ça le camel du GenAI, puisque c'est vraiment un truc c'est une boîte à outils avec des connecteurs, on va être capable de faire des choses avec. LangChain, à la base, c'est un projet en Python, qui vient de la communauté vraiment de l'IA. 80 000 stars, créé en octobre 2022. Alors moi, ça fait 20 ans que je fais de l'informatique, j'ai jamais vu ça. Hein. Des trucs qui vont aussi vite que ça. Je pense que j'ai jamais vu ça. Il y a un engouement autour de ces technos-là qui est incroyable. Et donc ce projet-là, il est en train d'être porté dans tous les langages quasiment. Donc tout LangChain4j, c'est le LangChain pour Java. C'est un projet qui est déjà vu à l'échelle de LLM, hein, puisque ça fait déjà 6 mois. Et 2500 étoiles. Okay, donc ça va très vite. Si on regarde un petit peu la doc de ça, hop. Voilà. Donc pourquoi je vous disais que c'était le camel du LLM ou de GenAI, voilà. Et en fait, il y a tout un ensemble d'outils qui sont fournis dans cette fameuse boîte à outils. Donc là, par exemple, j'ai des interfaces pour me connecter à la plupart des LLM du marché. Donc OpenAI, mais aussi Hugging Face, Mistral, qui est le petit français. J'ai des choses pour me connecter au modèle de génération d'images. Ce qu'on verra après, donc comment est-ce que je suis capable d'exploiter du contenu qui est un document. Donc là, on va voir que j'ai des boîtes à outils. Pour analyser des documents en texte, du HTML, du PDF, ce genre de choses. Voilà, donc tout un tas de trucs qui sont assez intéressants dès qu'on sort du cas le plus simple, qui serait juste de faire un appel à l'API.
Et ouais, et ce qu'il faut comprendre, c'est où? C'est là? Non. C'est ça, c'est qu'en fait, dans LangChain, il y a réellement deux niveaux d'abstraction différents. Il y a les couches basses qui sont celles qu'on va utiliser aujourd'hui, qui sont la boîte à outils, donc les connecteurs principalement. Et une couche haute qui permet de faire des sortes de workflow qui vont enchaîner ces appels à la boîte à outils. Je vous montrerai juste un exemple à la toute fin, mais c'est aussi ça qui donne le nom à la lib. En fait, un LangChain, c'est ça, c'est parce qu'on va faire une chaîne d'appels à des outils ou à des actions qui permettent de faire de la gen derrière. Hop, donc ça, c'est une autre visualisation de tout ce que ça sait faire. On va voir qu'on va utiliser uniquement que quelques boîtes, nous, de LangChain. Donc je rends la main à Johan qui va nous brancher un appel à GPT 3.5 sur notre fameux chat, là, qui pour le moment comprend rien. Du coup, pour résoudre le problème du LLM, du chat qui ne comprend rien pour l'instant, on va se diriger vers le chat controller. Donc c'est ce endpoint là, c'est handler là qui gère la réception l'envoi des messages. Donc on voit qu'on récupère la conversation, le cerveau, et qu'on ajoute le message à la conversation, et qu'après c'est ce service là qui s'occupe de la réponse. Et que c'est ce service là, chaque service answer qui s'occupe vraiment de la réponse. C'est une interface, et du coup actuellement notre implémentation c'est ça. Donc effectivement c'est ce que ça fait. Du coup nous on va créer une nouvelle implémentation. On va créer une nouvelle implémentation de ce service. Donc on va l'appeler Live Coding Chat Service. Qui va implémenter du coup le chat service. Tout le monde connaît Kotlin un peu ou pas du tout? Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout? Okay. Donc s'il y a des trucs qui te choquent, tu dis. Et là du coup dans le constructeur, c'est le constructeur primaire, on va injecter un bin qui va être le chat model qui est de type language chat language model. Voilà. Donc ça c'est un objet LangChain. Hein. J'ai pas mis que c'est un service. Et du coup si on va voir ce bin là, on peut voir qu'il est défini ici. Donc c'est comme disait Tristan, c'est un objet LangChain qui permet d'abstraire en fait le client à OpenAI, où là on dit, on donne la clé API, on dit qu'on veut utiliser le modèle 3.5 Turbo, et on définit une température de 0,2. Donc la température c'est plus elle est haute, c'est je crois que pour OpenAI c'est compris entre 0 et 2. Plus elle est haute, moins la réponse, plus la réponse du LLM sera créative entre guillemets, plus hasardeuse. Et à l'inverse du coup, plus c'est bas, plus c'est déterministe. Plus la réponse sera déterministe. Et du coup, on met une réponse assez basse parce qu'on veut pas trop qu'il soit créatif, on veut qu'il ressorte des informations cohérentes par rapport aux données qu'on va lui donner plus tard. Et du coup, tout simplement, on peut utiliser ce chat model. On a plusieurs fonctions generate disponibles. Et nous, ce qu'on veut, c'est passer le contenu du message. Et en l'occurrence, on va utiliser un objet de LangChain qui s'appelle userMessage, qui est un wrapper pour bien dire au LLM que c'est un message de l'utilisateur. Parce qu'il y a plusieurs types de messages, il y a aussi des messages de l'assistant ou des messages système. Et du coup on retourne un modèle answer. Texte. Et dans le modèle, dans l'objet answer, on a aussi les input tokens, qui est du coup
la métrique, enfin, le nombre de... le prompt qui est divisé en tokens, c'est un peu voilà. C'est la monnaie un peu. Hein. Ouais, c'est la métrique qui sert pour la facturation et pour... c'est la métrique des LMM en fait, de l'entrée et sortie des LMM. En fait, ça caractérise la taille de ce qu'on va envoyer en entrée et la taille de ce qu'on aura en sortie. Et c'est ça que OpenAI nous fait payer. C'est-à-dire que plus on pose des questions compliquées, entre guillemets, enfin c'est une sorte de métrique de la complexité de la question, et plus on va poser une question compliquée, plus on va payer cher. T'es capable de le savoir à l'avance ça, ou c'est vraiment surprise si tu réponds? Non, on peut le savoir à l'avance. C'est-à-dire qu'on peut... Tu sais, à lui dire dans la requête, tu mets pas plus que temps. On va voir ça tout à l'heure, ouais. Mais c'est exactement ça l'idée. Donc voilà, si on relance... Il est lent. Donc on lui dit... comprend... Déjà il met un peu plus de temps. Il y a beaucoup de temps d'ailleurs. C'est pas normal. Yes. Ah, c'est parce que tu as plusieurs bins. Oui. Jamais de réponse. Mais je pense qu'il n'avait pas démarré, hein. Tu peux envoyer la question. Il n'a pas démarré. Pourquoi il est si lent? Ok, là il l'a envoyé. Et il comprend. Il n'est pas difficile. Hein. Et on peut voir que bah, du coup la requête elle a fait 12 tokens. Du coup là pour l'instant on envoie juste tu comprends maintenant. C'est pour ça que c'est une petite requête et on a la réponse, la taille de la réponse. Donc ça, je sais pas, ça doit nous coûter un millième de centime, un truc comme ça, ou ça coûte rien là. Ouais, là, ça coûte rien. J'ai oublié de dire. Par contre le problème c'est actuellement bah, du coup on peut avoir des réponses plutôt logiques. Par contre si là je demande je m'appelle Johan. Il dit super. Et que là je lui demande de manière cohérente comment je m'appelle. Je sais pas, il me dit je ne sais pas comment vous appelez-vous, enfin il me demande comment je m'appelle. Voilà, c'est ce qu'il fait en fait. Parce qu'en fait, pour l'instant, le LMN ne sait pas, le LMN sont stateless, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mémoire. Et du coup, bah, là, le seul contenu qu'il a vu, c'est le contenu de le dernier message. Et il a oublié le message que j'ai envoyé juste avant en disant que je m'appelle Johan. Du coup, la solution, c'est de renvoyer tout l'historique des messages dans la fenêtre de contexte, ce qu'on appelle, qui est en fait le prompt qu'on envoie finalement au LMM. Cette fenêtre de contexte, elle est limitée, donc on voit les tailles à peu près s'expriment en token, on rappelle, pour chaque modèle. Du coup, on utilise GPT 3.5. On a une fenêtre de contexte de 16 000 tokens, c'est-à-dire qu'on peut mettre un prompt, poser une question qui fait la taille de 16 000 tokens, sinon bah, il commencera à ne plus savoir répondre ou alors à perdre du contexte dans ce prompt. Et du coup, bah, je laisse Tristan implémenter cette partie-là. Ok, donc ouais, moi quand j'ai découvert ça, j'étais hyper surpris. En fait, il faut bien comprendre que c'est complètement stateless, donc si on veut construire un truc, bah, à chaque fois il faut tout lui envoyer. Ok, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va commencer par faire une liste de messages en fait, hein. Messages.
Et je vais commencer par lui mettre en fait un system message, donc ça c'est le fameux contexte. Voilà. Là dans notre implem, ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé, il est là, au brain, donc le brain c'est le contexte dans lequel se déroule la conversation. Lui on lui a associé un prompt qui définit en fait le contexte de le message, où c'est là qu'on va lui expliquer ce qu'il est censé faire. Je peux vous montrer, je sais plus où il est défini lui. Peut-être là. Ouais, là on a fait un truc hyper simple, donc j'ai dit un assistant personnel qui cherche toujours à répondre au mieux à la question posée. Alors au passage, c'est le genre de petit détail qui fait la différence dans la réponse qu'il donne. Hein. Si on lui dit tu fais de ton mieux ou tu essaies de répondre au mieux, il va faire mieux que si on lui avait pas dit. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, donc là je lui dis au début, je te mets déjà le système message. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour toute la conversation, voilà, on va itérer dessus et on va lui faire message.add. Donc, mais dans d'autres modèles de données, en fait, les messages, on les stocke dans une table où il y a deux champs, la question et la réponse. Donc là, la question, je lui dis, c'est un user message, puisque c'est le user qui l'a posé. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Ah ouais, mutable list. Alors en Kotlin, ça c'est un truc qui est très pratique, c'est que souvent les objets sont immutables, ce qui fait que ça enlève des bugs. Et lui, qu'est-ce qu'il a ? C'est Atlas que je pourrais te proposer. Ouais, mais là c'est juste qu'il me dit que j'ai fait une liste de system message. En fait, je veux faire des chat message, là, je pense. Mutable list. Voilà. Et ensuite, je lui dis aussi que s'il a une réponse, et dans ce cas, faut aussi qu'il l'ajoute dans le contexte. Hein. Si le dernier argument d'une fonction en Kotlin et une lambda, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. C'est ça qu'on met directement le corps de la lambda. De la bête. C'est ça ? Donc ouais, tout le monde comprend la syntaxe là. C'est magnifique Kotlin. Ah ? C'est facilement lisible. Ouais. Bon, une fois qu'on s'habitue, on peut plus s'en passer. Hein. Donc là, théoriquement, si je reviens... Tu les as fournis là, à l'appel ? Hein ? Là, tu les as fournis à l'appel Ouais, après j'ai passé directement à ma liste de messages. Quoi. Okay. Donc là, cette fois, si je lui dis je m'appelle Tristan. Oui, parce que les messages ont été stockés. Jusqu'à maintenant, on ne les passait pas, mais donc, j'ai dit quoi ? Comment je m'appelle ? Ouais, voilà. Donc là, il se rappelle. Et cette fois, ouais, il va s'énerver bientôt, je vais arrêter. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est que donc ça, c'est la taille de la requête que j'ai envoyée, 187 tokens. Lui, il m'a répondu 13 tokens. Et la deuxième fois, en fait, j'ai posé une question qui est plus petite, mais finalement, ma requête est plus grosse parce qu'en fait, j'ai tout mon historique. Okay, donc là, si on continue comme ça, plus je vais parler, plus chaque requête va me coûter cher, puisque d'une certaine manière, je repaye pour toutes les requêtes que j'ai déjà faites avant. Okay. Donc, pour pallier ce problème, en général, ce qu'on a envie de faire, c'est de limiter la taille de la requête. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on peut limiter cette taille ? Enfin, selon vous, si c'était à vous de le faire, vous feriez quoi comme critère pour limiter ça ? Un nombre de messages max que tu mets dans le balance ? Alors, on pourrait faire un nombre de messages max. Alors, le problème, si on fait un nombre de messages max, c'est qu'on se met une sorte de barrière un peu dure.
qui n'est pas vraiment pertinente en termes de coût, puisque si c'est des gros messages, j'ai envie d'en avoir pas beaucoup. Si c'est des petits messages, je pourrais en mettre plus. En fait, le vrai truc qui est significatif, vu comment les LLM nous font payer, c'est la taille des tokens. Enfin, c'est le nombre de tokens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter juste le nombre de tokens. C'est comment? Token window chat memory, voilà. Donc là, je peux lui donner un nombre max de tokens, donc on va mettre, je sais pas, 200. Et donc c'est là, en fait, pour qu'il soit capable de calculer, c'était la question de tout à l'heure d'Antoine, comment est-ce qu'il va savoir, lui, que la requête est fait 200 ou pas avant de faire l'appel? En fait, dans LangChain, il y a aussi ce qu'ils appellent des tokenizers. En fait, lui, dans LangChain, il sait comment chaque modèle calcule. Okay, donc je vais lui dire, là en fait, je suis en train d'utiliser un modèle d'OpenAI, donc il me faut un OpenAI tokenizer pour le modèle GP305 Turbo, .name. Voilà. Ça marche, je crois, non? .name, ça va traduire ça va mettre en majuscule là-dessous. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ma mémoire. Donc ça, c'est un concept qu'on retrouve dans toutes les librairies, enfin tous les chats, c'est cette notion de mémoire, ou les agents aussi, les agents, vous allez leur donner une mémoire, c'est ce qui leur permet de travailler. Et en fait, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter non plus à ma liste de messages, mais directement à la mémoire. Et c'est lui tout seul. D'abord, parce que en fait, j'ai pas envie qu'il m'enlève mon système message, donc en fait, c'est pour ça que le système message, je le garde pas dans la mémoire, et à la fin, je vais faire un allMessage.addAll de memory.message. Voilà. C'est bon ça? Ouais. Ok, donc là, si ça marche, normalement, on verra que la taille de ce que j'envoie, elle est bornée à 200. Un peu plus de 200, puisque j'ai mis mes limites de 200 plus mon système message, qui est le prompt initial en fait. Donc là, sur ma requête présente, on est à 213, donc on va peut-être pas avoir beaucoup les diffs. Je pense que là on doit être au max. Bon, vous voyez l'idée, je pense. Alors à votre avis, si on voulait faire une très longue conversation, est-ce que vous auriez une autre idée de ce qu'on pourrait faire pour garder le contexte? Regarder que ses réponses, c'est pas forcément la question. Alors si on fait ça, je pense qu'il aura du mal à comprendre le contexte de la conversation. Résumer la conversation. Comment tu dis? Résumer là. Ouais, exactement. Il y a des gens qui font ça, c'est-à-dire qu'en fait, si là je dis je veux garder les 10 derniers ou je veux garder juste 200 tokens, en fait le reste, je pourrais très bien le prendre, envoyer ça au LLM, éventuellement un autre LLM, et dire vas-y fais-moi un résumé de ça, et en fait je lui passerai la conversation. Il y a quelques mois, il y avait un article qui était paru, qui était hyper intéressant, où en fait ils essayaient de faire dans le domaine des jeux vidéo, de faire tout un tas de bots avec qui on pouvait parler. Et le challenge de ça, c'est que les bots, en fait, vous avez envie qu'ils se rappellent du contexte. Donc ils devaient se rappeler de qui avait dit quoi à qui, etc. Donc ils avaient fait tout un truc pour essayer de modéliser de la mémoire. Et en fait, c'est pas simple, parce qu'il y a une notion de mémoire court terme, mémoire long terme. Je sais pas, par exemple, si là je lui parle et que je dis tiens, ce soir je vais chez le dentiste, si je lui reparle demain, ce serait bien qu'il me demande alors c'était comment chez le dentiste. Alors que si je reparle dans un mois, ce sera une information qui est totalement inintéressante, quoi. Donc il y a une notion de comment je fais une mémoire, comment je la fais vieillir. C'est hyper intéressant. Mais on va pas le faire parce que c'est compliqué. Donc là, on est bien sur la partie chat. On va rester là-dessus. Pourtant, ça a un coût de demander un résumé, non? Ça a un coût, ouais, bien sûr. Et de le faire passer aussi après, si c'est trop gros le résumé. Ouais. Ouais, tout à fait. Du résumé. Alors après, tu pourrais faire je sais pas, imaginer faire une sorte d'arbre, tu vois, où tu as ces 10 messages ou ces 20 messages-là qui seraient résumés, ça. Bon, puis après, tu aurais 2 résumés que tu résumes encore. Ce genre de truc.
C'est à moi de le faire, ça, ouais. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à la partie chat avec des documents. Là, pour l'instant, on a juste chatté avec OpenAI. Hein. Et ça, c'est le fameux RAG, hein. C'est un mot que vous avez peut-être entendu. Tout le monde parle de ça sur LinkedIn hein, ou Twitter. Ou il y a une heure. Donc le RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. C'est l'idée qu'on va aller retrouver des informations d'une source de données avant de faire la génération. Okay. Et donc ça se passe en 2 étapes. On voit la souris là, ouais. Il y a une première étape qui est de dire, en fait, j'ai une base de documents, qui sont les documents qui m'intéressent. Et ces documents, je vais les mettre dans une base, ou à un endroit en tout cas où je suis capable de les indexer. Okay. Et la deuxième étape, c'est au moment où l'utilisateur va me poser une question, et ben je vais aller rechercher dans ma base de documents les documents pertinents pour cette question, et je vais les mettre dans le contexte. Okay. Alors la notion de comment j'indexe et c'est quoi un document pertinent, c'est une question qui est ultra vaste évidemment. Il y a des technos, alors une regex ça pourrait marcher, hein, il y a toutes les technos de Elasticsearch à base d'annuaire inversé, tout ça, ça pourrait marcher aussi. Le truc qu'on voit le plus en ce moment, c'est la notion d'embeddings. Vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas. L'idée d'un embedding, c'est de dire qu'on va indexer un document, on va projeter ça en fait dans un espace vectoriel de dimension énorme. Donc ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que ça s'applique à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un mot, un paragraphe, du son, une image, je peux essayer de projeter ça dans un espace vectoriel. Alors là, il y a un fameux exemple hein, avec les Queen et King. Là. Donc là, on imagine que je projette dans un espace à 2 dimensions, donc c'est pratique à représenter. On imagine que Queen, dans cet espace à 2 dimensions, il se situe là, okay, et que King se situe là. Et ensuite, si j'indexe woman et man, ils seront ici. Voilà. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ensuite, il y a une notion de distance sémantique sur les mots qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que là, on voit en gros hein, que la distance entre queen et woman, c'est à peu près la même qu'entre king et man. C'est-à-dire que une femme est à une reine à peu près ce qu'un homme est à un roi. Donc il manque juste une couronne, quoi. Donc ça va représenter une couronne. Et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que la distance ou la différence entre une reine et un roi, c'est à peu près la même chose que ce qui sépare un homme d'une femme. Et si j'indexais un document où on parle de femme et on parle de couronne, sûrement que ce document il se trouvait dans cette zone-là. Okay. Donc voilà, c'est ça la notion d'embedding, c'est de transformer un document en un vecteur. Alors pour info, ce qu'on va faire nous, et c'est ce que sait faire OpenAI, c'est un vecteur à 1536 dimensions, je crois, un truc comme ça, donc c'est 36 flottants, qui représentent le document dans un espace vectoriel dont on n'a aucune idée de ce que chaque dimension peut bien représenter. Okay. Ça fait aucun sens. Et il y a des modèles dédiés, donc en l'occurrence, alors il y a des librairies aussi hein, qui permettent de faire ce genre de calcul. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un modèle chez OpenAI. Donc c'est pas un LLM, hein, c'est un autre modèle qui sait faire ça. Ça, c'est des vieilles technos. Hein. C'est juste que là, ça prend vachement de sens maintenant. Et c'est Yoann qui va nous faire ça. Du coup, quand on upload un fichier, on le stocke en base, forcément. Et on peut voir aussi qu'on envoie un event ici, un index file request event, qui est géré par ce service-là, le file index service. Et du coup, ce qu'il fait, c'est il lit le file et il le chunk, même si pour l'instant on parle pas trop de chunk. Disons qu'en fait un chunk, pour l'instant c'est un document entier, et il l'indexe. Et du coup, on peut voir que ça c'est utilisé pour lire le document. Ce service-là, il utilise des helpers de Launch4j pour pouvoir parser différents documents. Du coup, c'est des wrappers d'outils très utilisés. Donc là, pour les PDF Apache PDF Box Document. Donc voilà, et ça le split. Pour l'instant, le split, voilà ce que ça fait.
ça renvoie juste le document entier. Du coup, c'est pour ça que je dis que quand on parle de chunk, pour l'instant, on parle du document entier en fait. Et en fait, ce qui nous intéressait, c'est ça, find chunk, qui pour l'instant n'est pas utilisé. Donc on va retourner dans notre live coding chat service. Oups. Non, où on va injecter du coup le service qu'on vient de voir. File index. Service. Et on va faire file index service.findChunk. On passe le brain qui est dans le message et le message, le contenu du message. Du coup, si vous vous rappelez, là c'est la partie, c'est cette partie-là qu'on essaie d'implémenter, où on récupère en fonction de la requête. Donc ça c'est le message, les fichiers qui nous intéressent, le ou les fichiers. Ça nous renvoie du coup des chunks. Et avec ces chunks, du coup, en fait, on peut les ajouter dans notre prompt. Du coup, on peut faire un rag prompt, on va dire, qui va être, on va lui dire, base-toi sur ces informations. Et on donne du coup les chunks, les chunks qu'on aura trouvé. C'est pareil par un retour à ligne quand même. Et ce reg prompt, on peut l'ajouter en tant que système message juste après le prompt du brain par exemple. Add. Moi je crois que ça marchait bien avec user message, hein. Je sais pas si c'était. User message. Ouais. Faut on peut essayer. Oui, c'est vrai. Okay. Donc voilà. Le problème c'est que pour l'instant, notre find chunk, ce qu'il fait c'est il essaie de trouver les chunks, il a dit des chunks avec ce chunk indexer. Mais si on regarde ce que ça fait là, c'est une interface, et pour l'instant ce qu'on utilise c'est celui-là. Et en fait il renvoie de manière très bête tous les documents qui ont été uploadés dans le cerveau. Donc on veut quelque chose de plus intelligent. Du coup on va prendre cette interface et faire une nouvelle implémentation. Il y a un truc que j'ai pas dit, que je comptais dire, c'est que pour ce fameux stockage d'embedding là, en fait il y a différentes bases de données qui permettent de stocker les embeddings et d'exposer des méthodes pour calculer des distances. Donc, par exemple trouver les entrées dans la base qui sont les plus proches d'un vecteur. Donc il y a pas mal d'implèmes, il y en a une qui s'appelle Chroma qui est très utilisée. En ce moment celle qui a le vent en poupe, c'est une qui s'appelle Face qui est faite par Facebook. Et nous ce qu'on utilise c'est Postgres, puisqu'en fait il y a une extension de Postgres qui s'appelle pgvector. Ça a le mérite de ne pas nécessiter une énième base de données différente. Du coup là ce que j'ai fait c'est que j'ai injecté dans le constructeur un embedding model. Donc là pareil comme avant, c'est un bin qu'on a déjà défini qui utilise, qui est une interface vers l'API d'OpenAI toujours, mais là cette fois-ci pour un modèle d'embedding qui est le modèle de dimension 1536 comme Tristan disait, c'est le text embedding ADA 002. Ce qui est important de retenir c'est que si on fait du embedding, si on utilise ce embedding pour incorporer nos données dans la base de données, lors du retrieval, lorsqu'on récupère, lorsqu'on fait une recherche sémantique, il est important de faire cette recherche sémantique sur le même algorithme d'incorporation du coup, qui fait des embeddings de même dimension, sinon ça va pas marcher. Forcément. Et du coup indection, du coup là c'est quand on a notre document qu'on veut, et du coup on va indexer
dans le chunk. Du coup, ce qu'on va créer, c'est un embedding qui est simplement ça en fait. Donc là, on transforme notre contenu de fichier en représentation vectorielle. Et aussi, j'ai oublié d'injecter. Comment ça s'appelle? Embedding Store, je crois. Store Provider. Yes. Ça, c'est un service qui a un mapping, enfin qui permet de récupérer pour chaque brain le store des représentations vectorielles. Du coup, c'est une map tout simplement ID store, enfin ID store. Et en fait, s'il y a déjà un store créé pour le brain, ça prend du coup le store déjà créé. Sinon, ça crée en fait un nouveau store qui est en fait une nouvelle table dans notre base de données à partir du brain ID. Bon, ça, c'est un peu une limitation de l'implémentation qui est fournie par LangChain pour Postgres, enfin pour pgvector. C'est que, en gros, il n'y a pas moyen de rajouter une colonne dans la table qui nous disait bah, ça, c'est les documents du brain ID numéro 3. Donc en fait, les documents de tous les brains étaient mélangés, ce qui n'est pas ce qu'on veut nous. Donc en fait, on a court-circuité ça, enfin on a bypassé ça en faisant une table par brain. Un brain, ouais. Non, point file. Point file. Ça vous fait. Oui. En brain. Je crois qu'il prend un brain, non? Yes. Et du coup, on veut story dans ce store. L'embedding, et ce qu'on va faire, c'est on va lui dire non, on va lui donner le chunk ID pour garder cette correspondance entre le chunk et l'embedding. Parce que l'embedding, c'est vraiment juste les vecteurs. Donc après, quand on lui demandera, sans moi, les 3 entrées, les 3 embeddings les plus proches de ma question, il faut bien qu'après on soit capable de retrouver le bout de texte qui va avec. Donc c'est pour ça qu'on stocke le chunk ID, parce que comme ça, il nous donnera le chunk ID. Et après, on ira chercher dans notre base de chunk, là, c'est quoi le contenu associé. Donc voilà pour cette partie chunk. Et à l'inverse, du coup, quand on veut récupérer nos ID, donc c'est là où on va faire la recherche sémantique, la recherche de distance vectorielle. Et du coup, quel est en store toujours? De brain. Oui. D'abord, en fait, on a du texte, et pour faire la recherche vectorielle, enfin la recherche sémantique, il faut qu'on ait des représentations vectorielles. Du coup, d'abord, il faut prendre la requête utilisateur et l'incorporer, la transformer en vecteur. Et là, on peut faire la recherche avec à partir du store. On a cette méthode là, FindRelevant, qui prend du coup l'embedding de référence sur lequel on va faire la recherche sémantique, qui va être du coup cet embedding là. Et ensuite, on peut lui dire un nombre de résultats maximum qu'on veut. Donc là, on va lui dire 3, si jamais, du coup, dans un texte, il y a plusieurs parties de texte ou plusieurs documents entiers qui sont intéressants pour la réponse. On lui dit qu'il peut en donner 3 maximum. Et ensuite, c'est un score. Un score minimum de ressemblance. Du coup, si on lui met 0, en fait,
peu importe ce qu'on lui donne en entrée et peu importe ce qu'il a en base, il va toujours nous sortir un résultat parce que en fait il n'y a pas de score minimum, enfin c'est 0. Et si c'est 1, du coup, typiquement, logiquement, pas sûr, mais ce serait le même texte en fait. Donc là on lui dit donne-nous les 3 plus proches, sachant que si ils sont plus éloignés que 0,5, tu me les renvoies pas. Et là on récupère l'embedding ID qui correspond du coup à ce qu'on avait passé là, ce qui correspond au chunk ID en fait. Et au string, et il faut renvoyer ça. Yes. Non, c'est pas tout string. C'est l'inverse. From string. Du coup, normalement, ça doit compiler tout ça. J'ai bien une première ligne. Si on crée un nouveau cerveau qu'on appelle courtisan entier, parce que là en fait il n'y a pas de splitting, il va pas faire d'annexing, on n'a rien vu, et qu'on essaye d'uploader le document. Donc les règles de courtisan du jeu de société. Et maintenant, si on va dans un nouveau chat et qu'on lui demande pour 2 joueurs combien de cartes il y a dans la pioche, Bravo. voilà. Stylé. Et on peut voir que du coup, là le prompt en input est beaucoup plus grand, 2480 tokens, puisque là on peut le voir, normalement c'est logué. Là on voit ce qu'on envoie à l'API de. Enfin, ça c'est ce qu'on reçoit. Et là on voit ce qu'on envoie. Et du coup on envoie tout ça. On retrouve Bastos sur ces informations. Et c'est en fait il envoie tout le texte PDF dans la requête. Et on voit le message aussi système qui est avant. Il faudra faire un résumé. On pourrait faire un résumé, ouais, tout à fait. Du coup c'est là où intervient la partie chunking. C'est parce que là on a besoin juste d'une petite information dans le PDF. Et on envoie quand même à l'API tout le fichier. Du coup c'est un problème de coût et puis on peut arriver sur un problème. Là c'est un document PDF assez petit, il fait 10 pages. Du coup 2400 tokens là, et puis en plus il y a plein d'images dans les règles, il n'y a pas beaucoup de texte. Mais par exemple ça pourrait être un report de milliers, voire millions de lignes. Là ce serait beaucoup plus problématique de mettre ça dans le contexte, ça ne marcherait pas sûrement en fait. Même si la tendance des derniers modèles c'est d'avoir une fenêtre de contexte beaucoup plus grande. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans le tableau, il y avait le Gemini 1.5 Pro qui n'est pas encore sorti mais qui promet une fenêtre de contexte de 1 million de tokens, voire même 10 millions de tokens apparemment. Mais voilà, et du coup c'est là où le chunking, c'est en fait le fait au moment où on fait l'indexation, on n'indexe pas tout le fichier, mais on fait un découpage. Donc après, on fait un découpage et on incorpore du coup, on fait un embedding de ces découpages dans notre base de données. Et je vais laisser Tristan faire cette partie-là. Donc, ouais, donc c'est pas qu'on va pas indexer tout le fichier, c'est qu'on va l'indexer par petits bouts en fait, c'est ça l'idée. Et pour ça en fait ça va être assez simple puisque toute la magie est faite par LangChain. C'est où ?
Celui-là. Hop. Tu l'as fait où le truc là? Celui qui est utilisé en ce moment, c'est quoi? Il est juste. Donc là, il faut que je fasse une nouvelle implème ça. Tu peux passer à l'interface. Peut-être. Oui, parce que... Allez. C'était un clic. Hein? Contre-clic. Mais je peux faire ça. Moi. Contre-clic. Tu fais comment? Generate? Je sais pas, j'ai pas fait ça moi. J'ai juste fait un fichier, un nouveau fichier. Ouais. Tu peux copier. Coller. Je trouve ça. Ouais, c'est pas l'indexeur, c'est le splitter qu'il faut copier. Ok, donc là on va faire un truc qui est basé sur des chunks. Donc là, ouais, là jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on recevait un document et on faisait une liste qui contenait juste le contenu de ce document. Là, on va utiliser un utilitaire bien nommé qui s'appelle Document Splitter. Il n'y a pas d'autres trucs. Hop. C'était quoi déjà? Ok. Donc lui, il va prendre plusieurs paramètres. Le premier paramètre, ça va être la taille max des chunks qu'on a envie d'avoir. Okay, donc toujours dans le même souci de dire j'ai envie de contrôler la taille de ma requête. Donc là, je pense on va lui mettre des chunks de 1000. Il y a un autre paramètre dont on va parler après. Et toujours, comme tout à l'heure, en fait, comme on a besoin de calculer des tailles de tokens, on a besoin d'un tokenizer. Voilà. Hop. Ok. Et donc ça me rend quoi? Hop. Ok, donc là je prends mon document, j'appelle mon document splitter récursive. Alors le récursive, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce qu'en fait il va faire des découpes de plus en plus petites. C'est-à-dire que la manière dont ça marche, ce truc-là, c'est qu'il va commencer par découper mon document en paragraphes. Donc un paragraphe, c'est juste un bout de texte qui est séparé par plus d'une ligne. Donc par exemple, si anti-slash n, il considère que c'est deux paragraphes différents. Il va me remplir des segments comme ça. Si ça dépasse ma taille, enfin plutôt s'il n'arrive pas à en mettre un dans un segment complet, donc c'est-à-dire qu'il a besoin de le couper, et bien c'est là que ça devient récursif, puisqu'il va passer dans un autre mode de découpe, où là il va découper ligne par ligne. Et pareil, il va remplir ça jusqu'à temps que ça passe plus. S'il y a une ligne qui ne rentre pas, voilà, il va la découper phrase par phrase, c'est-à-dire qu'il va chercher des points dans les lignes. C'est ça la notion de récursif. Voilà, donc ça c'est bon, je pense que juste ça va être un primary. Et donc ça, c'est un des moments qui est compliqué, c'est-à-dire que savoir comment découper votre document pour l'indexer correctement et qu'il soit bien retrouvé après, en fait, ça dépend vachement du type de document et du type de question que vous avez envie de poser, quoi. Typiquement, si je fais des slides, j'avais fait un test hier, en fait, il les coupait pas slide par slide parce qu'il ne considérait pas que c'était des paragraphes différents. Donc au final, les slides étaient mélangés et tout, et évidemment, il me répondait à des questions un peu à côté de la plaque, quoi.
Enfin, il me répondait. Voilà. Donc là, on va faire un nouveau brain pour pas qu'il se marche sur les pieds. Courtisan chunk. Faut que je reload là ça. Ok. Vous voyez pas découpé là. Ouais. Donc là on voit qu'il a. En fait il fait 3 chunks et il indexe chacun des chunks séparément. Donc ça dépend juste de la taille que j'ai mis là. Et donc est-ce que je peux lui poser une question ? Donc il a... Je sais plus combien on avait de tokens tout à l'heure. Mais bon, de toute façon, vu la conf, là en fait on a fait des chunks de 1000 et on lui dit d'en sortir 3, donc je pense que c'est un peu con. J'aurais dû mettre 100. Bon, vous voyez l'idée, je pense que c'est ouais, ça. Juste pour finir, il y a cette histoire d'overlap qui est assez intéressant. En fait, quand vous découpez, ce qui est un peu dommage, c'est que vous perdez entre guillemets le fait qu'un chunk qui vient après un autre. D'accord ? C'est-à-dire que si vous choisissez ce chunk-là et que vous l'envoyez, en fait, il n'a aucune idée que juste au-dessus, il y a un petit bout de texte, juste en dessous, il y a un petit bout de texte, et peut-être que c'est quand même intéressant pour comprendre le contexte. Donc, cette histoire d'overlap, c'est ça, c'est de dire, bon, en fait, quand je vais découper, je ne vais pas prendre juste le chunk, je prends le chunk plus un petit peu d'overlap en haut et en bas. Ok ? Voilà. Il nous reste du temps un peu ou pas ? Ok. Je vais juste finir avec... on sait déjà. Donc là, ouais, juste pour finir, donc ce qu'on a regardé dans LangChain, là, on a regardé les document loader, les histoires de language model, les mémoires, les vector store, les embedding model. Donc vous voyez qu'il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas fait. Hein. Et en particulier, on n'a pas fait justement l'abstraction de plus haut niveau, qui sont les agents. Ça, c'est ce qu'a utilisé Thomas tout à l'heure, où en fait l'agent il est capable de parler tout seul avec le LLM et de faire différents trucs, d'enchaîner des requêtes, ce genre de choses. Et les chains, qui sont une sorte de programmation déclarative de ça, où on va un peu à l'image de Camel, où on définit des routes de manière déclarative. Bah là, je peux faire un truc comme ça. Je dis, je suis une chaîne, je suis en train de faire un RAG. Et le language model, c'est celui-ci, la manière dont je vais choper mes documents, c'est ça, la manière dont je vais faire ma mémoire, c'est ça, etc., etc. Donc un truc de plus haut niveau que ce qu'on a fait nous, où nous, on gardait la main sur les différents appels qui étaient faits. Là, une fois qu'on a écrit ça, grosso modo, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Par contre, on sait que si on écrit chain.execute, machin, bah, théoriquement, il est censé me faire les appels à la base vectorielle, récupérer les embeddings, machin, envoyer tout. Pourquoi on n'a pas fait ça ? Moi personnellement je trouve que c'est un peu comme avec Camel, pareil, il y a un truc qui est puissant, par contre évidemment ça manque de flexibilité, c'est-à-dire que si on veut tuner ça, notamment nous on voulait brancher notre modèle de données qu'on avait fait un peu à part avant d'essayer de brancher le LLM, là on se retrouve dans un truc où on est obligé de tordre le truc pour comprendre comment, sur quels objets on peut se brancher, etc. Voilà, et puis surtout pour l'exercice qu'on voulait faire aujourd'hui, je pense que ça cache un peu les concepts. Alors que là au moins vous voyez, en tapant plus bas niveau on voit ce que ça fait. Voilà ce qu'on voulait vous dire là-dessus, si vous avez des questions. Vas-y.